Le 5 octobre 2025, 8h42. Un sous-marin russe, estimé à environ 400 millions de dollars, se dirigeait vers la base de réparation de Kronstadt, près de Saint-Pétersbourg. Semblait réglé comme sur du papier. Ce navire faisait partie des machines les plus mystérieuses et redoutées de la Russie, 1 kilo, surnommé par certains « trou noir » des océans. On arrivait au terme d'un voyage dangereux qui avait traversé des milliers de kilomètres. Le commandant venait de franchir le détroit du Grand Belt au Danemark et était entré dans les eaux ouvertes de la mer Baltique, par le passage étroit entre Danemark et Suède, le Kattegat. Mais cette traversée n'était pas réalisée en plongée. Le sous-marin était en surface, remorqué lentement par un remorqueur russe, le Yakov Grabski. Ce géant de 2350 tonnes glissait ainsi au-dessus de l'eau, remorqué vers la sécurité. Il n'était plus qu'à quelques heures de livrer leur secret, à Kaliningrad puis à Saint-Pétersbourg. Le commandant croyait probablement avoir passé la partie la plus périlleuse. Il pensait approcher des eaux sûres. C'était une erreur fatale. La sécurité allait très vite se transformer en menace disproportionnée. Quelques secondes plus tard, l'horizon s'est animé. D'abord 2 points dans le ciel, puis un sifflement plus rapide que le son. 2 JAS, 39 Gripen suédois, appartenant à l'armée de l'air suédoise, venaient d'apparaître. Le commandant russe ne les avait pas remarqués. Il ne comprenait pas d'où ils venaient ni comment ils s'étaient si rapidement fixés sur sa position. Son propre radar était hors service, la navigation avait lâché des jours plus tôt en plein Atlantique. Le périscope ne fonctionnait pas non plus. Le sous-marin était, littéralement, aveugle. Base aérienne de Rada, Suède. 2 Gripen JAS 39 du Wing F-17 ont décollé en pleine puissance, non seulement pour asseoir la supériorité aérienne, mais aussi pour collecter des renseignements vitaux grâce à leurs capteurs avancés. Le ciel a retenti du rugissement des moteurs. Ce n'était pas une salutation, c'était une démonstration de force, une attaque psychologique. Les appareils étaient armés jusqu'aux dents, missiles RR à haut pouvoir et missiles antinavires RBS-15 prêts à frapper. 2 Gripen ont passé à basse altitude au-dessus du convoi. L'un d'eux frôla le pont du sous-marin à quelques dizaines de mètres, inclinant ses ailes à un angle dangereux. La turbulence secoua la coque comme un avertissement affiché. Nous dominons. Le sous-marin identifié, un projet 636.3, l'un des diesels électriques les plus discrets au monde, celui que l'OTAN appelait le trou noir. Sa force, la furtivité. Son arme principale, les missiles de croisière. Privé de furtivité, il n'était plus qu'un hulk métallique flottant. Et à cet instant, le Novorossiysk était exactement cela. Mais il ne revenait pas d'une simple patrouille. Il ramenait des renseignements cruciaux glanés en Méditerranée. Le commandant s'épuisait à protéger ces données. Sans se douter que l'enjeu réel n'était pas seulement l'information stockée, mais l'épave elle-même. Pour la marine suédoise, l'opportunité valait des milliards. La bévue russe allait la rendre accessible à moindre coût. Les pods ESM du Gripen, partis du système de guerre électronique Arexus, ont capté, classifié et exposé chaque chuchotement électronique du sous-marin. Tentatives de communication désespérées, signaux d'appareils défaillants, un vol numérique d'information. Le radar AESAPS-05 AMK4 a scruté la surface au moindre détail, tandis que le système Skyward giste à cartographier les anomalies thermiques de la coque pour confirmer l'étendue des dégâts. À l'intérieur, l'équipage russe pataugeait dans une cage d'acier, au-dessus et au-dessous de l'eau. Le bruit a parcouru la coque. Les vibrations secouaient le navire. Panique et chaos régnaient. Jamais les officiers russes n'avaient ressenti une telle vulnérabilité. Ils avaient envie de plonger mais ne pouvaient pas. Plonger aurait signé un suicide. Des sources russes allaient révéler plus tard que plus de 10 pannes catastrophiques s'étaient déclarées à bord. La plus inquiétante étant une fuite de carburant diesel. L'air se saturait de vapeurs inflammables. Descendre signifiait augmenter la pression, aggraver les fuites, et en un éclair, une étincelle, l'équipage entier pouvait être vaporisé. Le matin du 15 octobre, la priorité absolue de l'équipage était désormais de survivre. Les harcèlements suédois n'étaient plus la principale angoisse, la bombe à retardement était déjà à l'intérieur. Ils se savaient enfermés dans un cercueil de métal. Alors que l'équipage luttait contre le ciel, une seconde vague arriva, venue de la mer. 15 minutes après l'intervention aérienne, la marine suédoise passa à l'action. Alerte à la base de Karlskrona, les sirènes hurlèrent. 2 corvettes de la classe Visby, fierté de la flotte suédoise, HMS Karlstad et HMS Nyköping, levèrent l'ancre. Ces bâtiments n'étaient pas des frégates classiques. Conçus pour les eaux peu profondes et labyrinthiques de la Baltique, leurs coques composites les rend presque invisibles au radar. Leur mission, intercepter, encercler et mener une autopsie opérationnelle en direct. À grande vitesse, plus de 35 nœuds, elles firent cercle autour du remorqueur et du sous-marin, qui peinaient à suivre. Ce n'était pas un convoi d'escorte, la nasse se refermait. Les corvettes prirent des positions port et tribord, aucune échappatoire possible.
Les canons Beaufort de 57 mm pointaient le kiosque du Novorossiysk. En soute, des torpilles légères étaient prêtes à être lancées. C'était une menace claire en eaux internationales. Le moindre mouvement hors règle aurait pu déclencher un drame. Le Novorossiysk était remorqué, ses moteurs hors service, ses armements inopérants, totalement démunis. Les sonars actifs haute fréquence de la HMS Karlstad martelèrent la coque du sous-marin. Ce n'était plus une détection, mais une interrogation forcée cartographiant chaque compartiment, chaque soudure, chaque faiblesse. Les systèmes passifs captaient les secrets intimes du kilo. La mélodie des générateurs auxiliaires, les fuites hydrauliques, l'acoustique de chaque valve. La HMS Nyköping s'approcha presque au contact du sous-marin, une manœuvre risquée et agressive, poussant les limites du droit maritime. Des caméras haute résolution enregistraient chaque éclat de rouille, chaque éraflure. Les officiers russes, impuissants, voyaient leur embarcation humiliée, et leurs messages radio au QG ne contenaient que panique et bribes confuses. Une contre-attaque aurait été suicidaire. Leur remontée en surface, l'impossibilité de replonger, et une logistique méditerranéenne en ruine avaient précipité leur chute dans ce guet-apens. Entourés par l'une des marines les plus modernes, leurs secrets et leurs armes avaient perdu toute valeur. Pendant ce temps, un troisième niveau d'action, discrète et invisible pour l'équipage russe, commença son œuvre. Les avions chasseurs sous-marins suédois, les SAP 340 en version patrouille maritime, AEW et MPA, tournoyaient plus haut, silencieux mais essentiels. Les Gripen harcelaient visuellement, les Visby menaçaient sous la mer, et les SAP 340 volaient en cerveau de l'opération. Ils extrayaient la substance même de la chasse. La plus grande richesse d'un sous-marin n'est pas toujours la cargaison secrète, mais sa signature acoustique, le timbre unique créé par moteur, hélice, générateur et pompe, son empreinte dans l'océan. D'habitude, l'OTAN dépêcherait ses sous-marins nucléaires, coûteux et risqués, pour capturer cette signature. Mais ce matin-là, le Novorossiysk l'a servi sur un plateau d'argent. Les hydrophones sensibles des Visby enregistrèrent chaque décibel, chaque fréquence, même lorsque le sous-marin devait alimenter ses générateurs diesel pour rester en surface, sous contrainte, sous effort. Les enregistrements captèrent le bruit des pompes de carburant qui fuyaient, des ballasts défaillants, des ventilateurs en panique, autant de données précieuses pour les bibliothèques acoustiques de l'OTAN. Même en remorqué, la rotation de son hélice laissait une trace. La cavitation spécifique selon la vitesse passivement enregistrée. Cela rendra sa détection future beaucoup plus simple. Les SAP 340, de leur côté, profitèrent de leurs récepteurs ESM de haute précision pour aspirer tout signal électronique ou signature magnétique, chaque ping, chaque fréquence, chaque radar ou antenne de communication encore actif. Ils ont même extrait la signature MAD, l'anomalie magnétique, en effectuant des passes basses, révélant la distorsion unique que ce massif métallique impose au champ magnétique terrestre. Ce n'était pas une collecte, c'était un vol en plein jour. La Suède, agissant pour l'OTAN, venait de subtiliser l'un des secrets militaires russes les plus précieux, en pleine Baltique. L'opération d'interrogation et de dissection dura des heures. Une fois la phase terminée, les Gripen regagnèrent leur base, les Visby et les SAP repartirent avec leur cargaison de données inestimables. Le message résonna, la mer Baltique n'était plus un refuge sûr pour la Russie. Elle était devenue un aquarium transparent où chaque geste était observé et la moindre erreur impardonnable. Le Novorossiysk poursuivit sa route, mais ce n'était plus un bâtiment de combat. C'était un épave dérivante, exposée et vidée de ses secrets. Le commandant croyait ramener une épave au chantier naval. Il venait en réalité de livrer, de son propre chef, le couperet contre la classe Kilo. Une faute impardonnable. Pourquoi une telle disproportion de moyens? Parce que la carte stratégique de la Baltique avait été redessinée après l'erreur historique du 24 février 2022. La guerre lancée par Vladimir Poutine pour tenir l'OTAN à distance a eu l'effet inverse. Elle a renforcé l'alliance, l'amenant à son point d'expansion le plus vaste, avec l'adhésion de la Finlande puis de la Suède. La Baltique cessa d'être un terrain de jeu russe. Elle devint un lac étouffant, cernant Saint-Pétersbourg et Kaliningrad, réduisant drastiquement leur marge de manœuvre. Les détroits danois, seule porte vers l'Atlantique, étaient désormais contrôlés par l'OTAN. Le Novorossiysk fut la première grande proie de ce nouveau dispositif. Pour la Suède, c'était une opportunité historique. Le remboursement moral d'un affront passé, rappelant l'incident Whiskey on the Rock de 1981, lorsqu'un sous-marin soviétique s'était échoué en Suède. Le fait est que tout avait commencé plus tôt, le 9 octobre. Les racines de cette débâcle remontent à des semaines, quand le Novorossiysk était en Méditerranée. Appartenant à la flotte de la mer Noire, il ne pouvait plus rentrer chez lui normalement. Entre-temps, plusieurs verrous stratégiques s'étaient dressés. La convention de Montreux, exploitée par la Turquie, avait fermé les détroits aux navires de guerre russes après l'invasion de l'Ukraine. Les attaques ukrainiennes par drone avaient paralysé les lignes d'approvisionnement et réparation en mer Noire, et la base russe en Syrie, Tartou, était devenue impraticable pour le ravitaillement. Les pannes catastrophiques éclatèrent en plein océan, au large de la France.
navigation en panne, logiciel déficient, fuite mortelle. Le diesel envahit les quartiers de l'équipage. Le capitaine fut confronté à un dilemme impossible. Périr au fond ou commettre le péché ultime, remonter à la surface. Le 9 octobre, au large de la Bretagne, au cœur de l'OTAN, le Novorossiysk refit surface. À partir de ce moment, la Russie perdit le contrôle sur sa présence en Méditerranée. C'est aussi à ce moment qu'un bâtiment français remarqua la scène. Pas une opération de secours, mais une guerre de l'information. Le commandement maritime de l'OTAN publia des images humiliantes en haute résolution. Message clair au Kremlin, nous voyons tout. Le Yakov Grabski remorquait la carcasse et le convoi de la honte s'ébranla sur 6000 km. L'équipage fut escorté à travers la Manche, une frégate britannique prit le relais. Le sous-marin passa le cap de l'Angleterre sous l'œil du monde, comme un animal de foire. Chaque instant fut documenté, chaque son enregistré, chaque signature acoustique écoutée. Les flottes belges et néerlandaises prirent à leur tour le relais, une séquence parfaitement coordonnée et suffocante. Pour compléter la gifle médiatique, le secrétaire général de l'OTAN se permit une pointe d'ironie, comparant la scène à un roman de Tom Clancy. La moquerie fit vite le tour des communautés internationales, l'image d'une marine invincible s'effritait. Le convoi atteignit l'entrée de la Baltique le 15 octobre. Là, la Suède attendait ses proies. En bref, ce qui est chassé dans ces eaux froides n'est pas qu'un sous-marin rouillé et défaillant. On chasse l'illusion d'une grande puissance que Poutine a construite pendant un quart de siècle. On traque l'honneur de la marine russe, on détruit le mythe d'invincibilité de sa technologie militaire. Cette cercueil de métal est devenu le symbole concret et douloureux d'un rêve impérial qui se noie avant d'avoir tiré un seul torpille. Ce n'est pas une simple débâcle. L'OTAN a maintenant le secret des sous-marins de la classe Kilo et la preuve des défauts structurels. C'est la victoire de l'intelligence intégrée sur la force brute, une fracture peut-être irréparable. Le Novorossiysk fut la première grande proie de ce nouveau dispositif. Pour la Suède, c'était une opportunité historique. Le remboursement moral d'un affront passé, rappelant l'incident Whisky on the Rock de 1981, lorsqu'un sous-marin soviétique s'était échoué en Suède. Le fait est que tout avait commencé plus tôt, le 9 octobre. Les racines de cette débâcle remontent à des semaines, quand le Novorossiysk était en Méditerranée. Appartenant à la flotte de la mer Noire, il ne pouvait plus rentrer chez lui normalement. Entre-temps, plusieurs verrous stratégiques s'étaient dressés. La convention de Montreux, exploitée par la Turquie, avait fermé les détroits aux navires de guerre russes après l'invasion de l'Ukraine. Les attaques ukrainiennes par drone avaient paralysé les lignes d'approvisionnement et réparation en mer Noire, et la base russe en Syrie, Tartou, était devenue impraticable pour le ravitaillement. Les pannes catastrophiques éclatèrent en plein océan, au large de la France. Navigation en panne, logiciel déficient, fuite mortelle. Le diesel envahit les quartiers de l'équipage. Le capitaine fut confronté à un dilemme impossible. Périr au fond ou commettre le péché ultime, remonter à la surface. Le 9 octobre, au large de la Bretagne, au cœur de l'OTAN, le Novorossiysk refit surface. À partir de ce moment, la Russie perdit le contrôle sur sa présence en Méditerranée. C'est aussi à ce moment qu'un bâtiment français remarqua la scène. Pas une opération de secours, mais une guerre de l'information. Le commandement maritime de l'OTAN publia des images humiliantes en haute résolution. Message clair au Kremlin, nous voyons tout. Le Yakov Grabski remorquait la carcasse et le convoi de la honte s'ébranla sur 6000 km. L'équipage fut escorté à travers la Manche, une frégate britannique prit le relais. Le sous-marin passa le cap de l'Angleterre sous l'œil du monde, comme un animal de foire. Chaque instant fut documenté, chaque son enregistré, chaque signature acoustique écoutée. Les flottes belges et néerlandaises prirent à leur tour le relais, une séquence parfaitement coordonnée et suffocante. Pour compléter la gifle médiatique, le secrétaire général de l'OTAN se permit une pointe d'ironie, comparant la scène à un roman de Tom Clancy. La moquerie fit vite le tour des communautés internationales, l'image d'une marine invincible s'effritait. Le convoi atteignit l'entrée de la Baltique le 15 octobre. Là, la Suède attendait ses proies. En bref, ce qui est chassé dans ces eaux froides n'est pas qu'un sous-marin rouillé et défaillant. On chasse l'illusion d'une grande puissance que Poutine a construite pendant un quart de siècle. On traque l'honneur de la marine russe, on détruit le mythe d'invincibilité de sa technologie militaire. Cette cercueil de métal est devenu le symbole concret et douloureux d'un rêve impérial qui se noie avant d'avoir tiré un seul torpille. Ce n'est pas une simple débâcle. L'OTAN a maintenant le secret des sous-marins de la classe Kilo et la preuve des défauts structurels. C'est la victoire de l'intelligence intégrée sur la force brute, une fracture peut-être irréparable. Le Novorossiysk fut la première grande proie de ce nouveau dispositif. Pour la Suède, c'était une opportunité historique. Le remboursement moral d'un affront passé, rappelant l'incident Whisky on the Rock de 1981, lorsqu'un sous-marin soviétique s'était échoué en Suède. Le fait est que tout avait commencé plus tôt, le 9 octobre.
Les racines de cette débâcle remontent à des semaines, quand le Novorossiysk était en Méditerranée. Appartenant à la flotte de la mer Noire, il ne pouvait plus rentrer chez lui normalement. Entre-temps, plusieurs verrous stratégiques s'étaient dressés. La convention de Montreux, exploitée par la Turquie, avait fermé les détroits aux navires de guerre russes après l'invasion de l'Ukraine. Les attaques ukrainiennes par drone avaient paralysé les lignes d'approvisionnement et réparation en mer Noire, et la base russe en Syrie, Tartou, était devenue impraticable pour le ravitaillement. Les pannes catastrophiques éclatèrent en plein océan, au large de la France. Navigation en panne, logiciel déficient, fuite mortelle. Le diesel envahit les quartiers de l'équipage. Le capitaine fut confronté à un dilemme impossible. Périr au fond ou commettre le péché ultime, remonter à la surface. Le 9 octobre, au large de la Bretagne, au cœur de l'OTAN, le Novorossiysk refit surface. À partir de ce moment, la Russie perdit le contrôle sur sa présence en Méditerranée. C'est aussi à ce moment qu'un bâtiment français remarqua la scène. Pas une opération de secours, mais une guerre de l'information. Le commandement maritime de l'OTAN publia des images humiliantes en haute résolution. Message clair au Kremlin, nous voyons tout. Le Yakov Grabski remorquait la carcasse et le convoi de la honte s'ébranla sur 6000 km. L'équipage fut escorté à travers la Manche, une frégate britannique prit le relais. Le sous-marin passa le cap de l'Angleterre sous l'œil du monde, comme un animal de foire. Chaque instant fut documenté, chaque son enregistré, chaque signature acoustique écoutée. Les flottes belges et néerlandaises prirent à leur tour le relais, une séquence parfaitement coordonnée et suffocante. Pour compléter la gifle médiatique, le secrétaire général de l'OTAN se permit une fracture peut être irréparable.